Alors, je vais parler des comportements à problème, la place des traitements médicamenteux. C'est un topo que devait faire le docteur Marine Viellard, qui est absente, donc qui m'a confié une partie de ses diapositives parce que je ne suis pas pédopsychiatre et donc je n'ai pas du tout ses compétences par rapport à toute la connaissance pédopsychiatrique autour des troubles du comportement. Mais on est classiquement interpellé en consultation par les familles et puis aussi par les établissements de soins sur que faire devant ce comportement qui pose problème à l'établissement, alors que dans la majorité des cas, on a plutôt tendance, nous, à penser que vous êtes les pros de la gestion de tout ça et que vous allez tout arriver à gérer. Alors, dans les termes qu'on utilise, et c'est un mot qu'on a appris aussi au fil du temps à utiliser, c'est difficile d'avoir un consensus pour définir un trouble du comportement, et puis on n'utilise plus trop ce terme, on utilise plutôt le mot de comportement défi, parce que ça soulève beaucoup plus de questions et ça met au cœur de la situation la personne qui présente ce comportement, qui nous met au défi de pouvoir faire en sorte de les accepter, de pouvoir vivre en bon entendement et de faire une bonne intégration communautaire au sein de l'établissement, mais bien sûr aussi au sein de notre société. Donc c'est un véritable défi de pouvoir essayer d'améliorer ces comportements qui sont difficiles. Alors la prévalence des troubles du comportement ou des comportements défis est bien sûr plus élevée dans la population des jeunes et des personnes ayant un handicap ou un polyhandicap. Selon les études, ça peut aller jusqu'à 30%. C'est 7 à 30% de la population. Le facteur de risque étant la déficience intellectuelle sévère, des capacités de communication très limitées, d'où l'importance, beaucoup de travaux, beaucoup de choses qui sont mises en place sur le développement de la communication, que ce soit à l'aide de cartes, de photos, de gestes, de pictogrammes, sont mises en place précocement pour ces enfants, même si c'est complexe et difficile. Mais c'est vrai que la communication limitée favorise les difficultés de comportement et ces comportements des filles. Les garçons sont plus à risque que les filles et la période cruciale, c'est souvent l'adolescence, ça se passait plutôt assez bien, ou alors on tolérait certains comportements qu'on ne peut plus tolérer parce que le jeune a grandi. Donc on est tous confrontés à cette situation, que ce soit nous en consultation, dans une consultation relativement courte, et vous au quotidien dans les établissements. Bien sûr, ces comportements ont des répercussions qui sont négatives, tant sur l'enfant que sur l'entourage. Ça va être pour l'enfant la mise en danger, alors avec des risques de blessures, ce sera l'enfant qui se tape, qui peut se faire mal, l'enfant qui se griffe, qui s'auto-stimule, qui peut aller jusqu'à des situations qui pour nous sont aussi difficiles, comme les phénomènes d'énucléation qui sont assez intolérables. Ça va, du fait de ces comportements, les mettre à l'écart, puisque ça va limiter les capacités à participer à des activités. Ça va donc diminuer leurs compétences d'adaptabilité, et on voit tout de suite le cercle dans lequel on s'installe l'enfant avec le comportement des filles qui rend la participation aux activités de plus en plus difficile. Ça va freiner les acquisitions, alors on n'est peut-être plus dans les acquisitions scolaires quand les sujets sont à l'IME, mais en tout cas dans les acquisitions d'autonomie et de communication très certainement. Et c'est bien sûr dommageable parce qu'un enfant qui mange ses cartons de pictogrammes ou de PEX, ça n'aide pas à l'utilisation du support. Donc il va falloir essayer de trouver d'autres moyens, ou essayer de contourner ça. Et puis pour l'entourage, c'est extrêmement compliqué parce que c'est pour l'entourage, ça représente un danger. L'enfant va se faire mal, comment faire? Ça va générer des émotions négatives, des émotions de stress, de peur, de découragement face à la situation, un sentiment d'incompétence. Ça va isoler la famille puisque ce comportement ne permet plus de faire les sorties qu'on faisait avant, donc rend de nouveau les relations sociales sont entravées, et puis ça épuise la famille, les personnes qui s'occupent du jeune, et tout ça a un risque de toujours augmenter ces comportements dans une espèce de boucle dans laquelle on a l'impression qu'on ne pourra plus sortir. Sans compter bien sûr les répercussions sur les frères et sœurs qui mènent aussi leur vie, qui grandissent et qui vont rentrer dans l'adolescence puis dans l'âge adulte avec
le parent ou les parents qui sont totalement happés par les difficultés du jeune avec un handicap et des difficultés de comportement, des comportements définis. Donc toute cette altération de la qualité de vie a un impact majeur sur le jeune, l'augmentation certainement de ses comportements et les difficultés d'intégration, de socialisation, et puis de construire un objectif et un plan de construire la prise en charge du jeune. Alors le diagnostic peut être difficile et souvent nous on a le ressenti des parents et ce qu'ils nous racontent, on a l'enfant en consultation, des fois un ange en consultation mais on nous décrit un démon, donc c'est des fois compliqué de se mettre tout à fait dans la situation de comprendre. On aura bien sûr besoin des retours de l'équipe éducative, de l'IME et essayer d'avoir quelque chose qui soit un regard croisé autour de ce comportement. Ce qui pose problème, comment il survient, quelles sont les techniques qui peuvent être efficaces ou pas. Puis la grande difficulté, c'est bien sûr aussi d'essayer d'établir le contact avec les personnes qui sont concernées pour essayer d'avoir leur ressenti ou ce qui peut se passer à ce moment-là. On aura pour nous aussi, et très certainement pour vous, dans certains comportements, on va nous appeler en nous disant il fait des nouvelles crises. Est-ce que ce sont vraiment des crises d'épilepsie? Est-ce que ce sont des crises de psychogènes non épileptiques? Est-ce qu'il existe des phénomènes d'autostimulation à la recherche de crise? Ça peut être des questions que vous avez, qu'on aura ou que les familles ont concernant un comportement particulier, inhabituel, sur lequel la question va être posée. Donc on essaiera d'aborder ça aussi dans les petits cas cliniques cet après-midi, puisque c'est des situations qu'on peut avoir. Alors ce comportement défi, il est de différents types, avec différentes catégories de troubles du comportement. Alors il y en a de nombreux qui sont soit épisodiques, soit chroniques, soit des comportements qui vont être plutôt négatifs, des comportements de retrait, des difficultés alimentaires, des comportements d'autostimulation, de stéréotypie, d'automutilation, et puis d'autres types de comportements plus dans l'agitation. Alors il y a le comportement vers l'extérieur, l'hétéroagressivité, puis l'auto-agressivité autour de soi. Tous ces comportements qui nous mettent dans des situations compliquées en tant que médecin, famille, éducateur, établissement, très certainement. Donc la première chose, c'est d'arriver à les analyser, même si c'est certainement nous un travail qu'on a encore besoin d'apprendre à faire avec vous, mais on est dans une situation de consultation où souvent les parents nous donnent tous les points à traiter de façon assez hâtive, puisqu'on est dans une consultation qui a une durée limitée. Donc souvent c'est quand même difficile d'aborder tous les problèmes lors de la consultation et on a besoin de votre aide. Alors tentez de comprendre le sens de comment ça survient. Souvent il nous faudra nous plusieurs consultations. Et puis souvent un même comportement problème, il a plein de causes différentes. On n'arrive pas à avoir tous les acteurs. Et puis il n'a pas forcément le même but, ou alors différents comportements vont avoir le même but pour l'enfant. Donc le risque, c'est quand même d'avoir des interprétations hâtives pour tous. Donc l'importance de l'équipe pluridisciplinaire et de la vision par les personnes qui sont le plus proches du jeune, que ce soit la famille, mais surtout l'IME, les éducateurs, parce que c'est comme le temps scolaire, quoi, c'est 8 heures par jour, donc vous êtes certainement les professionnels qui avez le plus d'idées autour de ces comportements. Et puis essayer d'arriver à mettre les interventions adaptées. Cette réflexion en équipe, elle peut se faire en équipe même par téléphone ou par échange, ce qu'on fait régulièrement, pour essayer de trouver des solutions adaptées, en tout cas adaptées au moment. C'est maintenant les techniques que vous connaissez le plus, c'est qu'est-ce qui s'est passé juste avant, qu'est-ce qui s'est passé juste après ce comportement qui a exaspéré tout le monde, et puis qu'est-ce qu'on a pu voir des attitudes et des actions de l'enfant. Alors, souvent, le moment où la difficulté va s'installer, c'est le plus souvent une situation d'incompréhension, de frustration, ça on le retrouve au quotidien, mais de frustration, comme les parents nous disent, mais c'est une frustration, c'est vraiment minime, docteur, on ne peut pas non plus dire que ça va être une frustration. Et puis le stress, les changements de groupe, changement d'éducateur, le fait de s'ennuyer, la situation d'attente à l'arrivée à l'IME, et puis bien sûr sans oublier les douleurs, la dépression, difficile à mettre en évidence, une gêne quelconque sur le plan d'un tissu, d'un vêtement qui pourrait ne pas être apprécié par le jeune, et puis d'autres facteurs favorisants, peut-être la faim, si l'enfant ne peut pas demander, ou s'il est fatigué.
Donc toutes ces situations, ça permet un peu de... Le fait d'avoir des descriptions de comment ça arrive et qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est toujours mieux plutôt que se sentir complètement dans l'inattendu. C'est certainement pas complètement inattendu quand ça arrive. Et puis, finalement, qu'est-ce que veut cet enfant? Il y a des conséquences positives et puis des conséquences plus négatives. Ça peut être pour obtenir quelque chose, un objet, de l'attention, une sensation agréable, ou ça peut être pour éviter de faire quelque chose, parce que ça ne convient pas. Donc, un même difficulté de comportement, deux fonctions, d'où la complexité peut-être de savoir bien analyser les situations. Alors, les interventions autour de ces difficultés de comportement, c'est l'accompagnement médicamenteux d'abord. C'est vrai que nous, on est questionné sur l'utilisation d'un médicament. On a la prescription de médicaments, on connaît les médicaments, les neuroleptiques, les médicaments qu'on peut utiliser, mais toujours garder que, bien sûr, l'accompagnement non médicamenteux est capital à toujours garder en tête. Donc, développer les moyens de communication, c'est ce qui est fait depuis le début pour l'enfant, même tout petit. L'enfant qui ne parle pas, pour qui c'est difficile de communiquer, augmenter ses capacités de représentation, que ce soit et de communication réceptive, utiliser les outils type PEX et Macathon, mais même des photos scannées, les photos qu'il aime bien, essayer de permettre à l'enfant de faire des choix, de devenir acteur lui-même, comme on fait choisir à tout enfant ce qu'il a envie de manger, essayer de pouvoir anticiper et pas donner directement sans essayer d'avoir une idée de ce que l'enfant souhaiterait. L'utilisation par les équipes, mais vous connaissez ça mieux que moi, des profils sensoriels pour évaluer les comportements de l'enfant en fonction de certaines situations, comment ça se passe quand on lui coupe les cheveux par exemple, alors essayer après, si ça se passe très très mal, de trouver d'autres stratégies pour que ce soit mieux. Et puis aménager l'environnement, quelqu'un avait parlé des salles snozellen, bien sûr on n'aura pas d'interdit, mais qui vont permettre des situations de détente qu'on peut proposer avant, après. Et puis individuellement, ce que les parents aussi ont parfois noté, l'utilisation d'un gilet lesté, l'utilisation d'un fauteuil plus confortable, d'une pièce qui est plus agréable. Proposer aussi des lieux bien que l'enfant peut facilement repérer, comme une salle d'activité cuisine par exemple, d'une salle d'activité cinéma, enfin, même si là c'est très extrême, mais essayer de donner du sens par d'autres canaux que seulement le langage et puis nos modes de communication habituels. Et puis donner de l'autonomie, de l'espace et de la liberté, c'est toujours dans le sens de l'estime de soi et du bien-être, hein, mais essayer petit à petit, tout gain d'autonomie est forcément vécu comme positif et permet aussi la décision, et donc est une aide même pour des enfants, même avec des communications limitées. Donc toutes ces description et accompagnement auront pour but de définir ce qu'on appelle le profil sensoriel, mais donc comme on définit les forces et faiblesses dans un bilan neuropsychologique, on a aussi des forces et faiblesses non verbales et sensorielles qui vont permettre à l'enfant de trouver des temps de repos, que ce soit la musique, le saut, la balançoire, les petits gilets lestés, le hamac, pouvoir avoir des lieux où l'enfant peut se retrouver et être apaisé.